Bonsoir, bonsoir à toutes pour les intervenantes et bonsoir à tous pour ceux qui sont connectés. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un homme d'ailleurs dans les connexions. Alors nous en sommes à la septième visioconférence des rendez-vous web du passage. Et c'est la dernière de l'année. On a tenu le coup, on a tous tenu le coup malgré tout ce qui a pu se produire. On est très très fiers à l'association d'avoir maintenu ce beau programme. Je vous invite vraiment à découvrir sur la chaîne YouTube du Passage et des rendez-vous web les autres visios. Depuis le site, vous avez le lien. On a, depuis le début du mois de septembre, décidé et souhaité inviter des personnes à venir nous enrichir sur la question de l'équithérapie à travers ce qui nous intéresse pour le passage, c'est le psychotrauma, le psychotraumatisme et l'état de stress post-traumatique, notamment des enfants. Et pour cela, on avait besoin à la fois de l'expertise de personnes dans le psychotrauma, mais également de personnes dans l'équithérapie. Et chaque cycle, tous les 15 jours de ces réunions web nous ont permis d'avoir des points de vue différents et des parcours différents. C'est vraiment d'une très très grande richesse. Et ce soir, eh bien, nous abordons un dernier cycle pour l'année qui va nous inviter à rencontrer trois personnes, trois femmes. À chaque fois, de toute façon, il y a très peu d'hommes dans cette histoire, j'en suis malheureux. Trois femmes qui sont investies dans l'équithérapie avec trois parcours de vie bien différents, mais certainement avec des valeurs communes. Les trois ne se connaissent pas et je n'en connais que deux. Donc voilà, et à travers leur parcours, pour nous, l'occasion au passage, c'est de comprendre aussi l'intégration que peut prendre l'écotourisme dans un parcours professionnel qui n'est pas forcément la profession principale des acteurs ou qui a commencé en tout cas de manière secondaire. Voilà. Et puis ce point de vue dans leur spécificité, parce que chacune a une spécificité, l'évolution que l'équithérapie pourrait prendre dans leur secteur. Alors on dit équithérapie, je reprends aussi les conseils toujours de Laurent Samery, on peut parler aussi de médiation équine à visée thérapeutique. Voilà, donc, mais en tout cas, ce domaine de thérapie complémentaire a certainement des grandes ambitions à avoir et peut évaluer pourvu qu'on pose les bonnes questions et qu'on lui associe des personnes compétentes et des vraies compétences. Donc à ce titre, on en a trois donc, ce soir et merci à vous toutes les trois. Alors je vais correctement vous présenter en lisant qui vous êtes, parce que ça je ne pourrais pas le dire par cœur. Alors je vais commencer avec Sandrine Pinault-Bory. Tu es, alors on se connaît bien, tu es orthophoniste en libéral et praticienne de la médiation équine. Tu es chargée de cours au Centre de formation universitaire des orthophonistes à Nantes. Et puis, tu as fondé La Clé du langage. C'est une association avec Julie Lerat, qui est monitrice d'équitation adaptée et qui concerne bien sûr l'orthophonie et l'équithérapie. Bernadette Caspar, alors on ne se connaît pas, on se découvre ce soir. Vous êtes psychomotricienne et salariée à mi-temps en EHPAD. Vous exercez la médiation avec les lapins et les chevaux. Vous allez nous en dire un peu plus. Vous pratiquez aussi en libéral auprès des institutions. Et depuis 2 ans, vous intervenez dans des établissements scolaires en partenariat avec un animateur en prévention santé pour la prévention du harcèlement, et notamment avec les chevaux. Et vous siégez au conseil d'administration d'une association qui s'appelle AJC, les 3 lettres, c'est très bien trouvé, qui lutte contre la prévention du harcèlement et le soutien, et qui soutient donc les victimes. Et puis Laetitia Barbeau, on se connaît cette année, depuis 2020. Tu es équithérapeute et tu es implanté depuis peu sur les Alpes-Maritimes, donc notre siège, le passage est, je le rappelle, sur les Alpes-Maritimes. Tu es éducatrice spécialisée, tu es diplômée en thérapie animale en institution, le CERF. Tu es diplômée en sciences de l'éducation à l'université Paris 10. Et tu es aussi diplômé, tu adores les diplômes toi, diplômé en psychologie, université Paris 5. Et tu es formé à l'éthologie équine, très important, et alors là, l'équipsynergie, je ne connais pas, avec le Hogan. Tu nous en diras un peu plus aussi. Encore une fois, merci à toutes les trois d'être avec nous. On va démarrer avec Sandrine
pour, j'allais dire, cheminer ensemble, parce que Sandrine, je te connais depuis 3 ans, je pense maintenant, enfin on se connaît, on se croise hein, dans les rendez-vous du passage, mais on s'apprécie beaucoup. Alors, tout simplement, comme toutes les trois, raconte-nous ton parcours de vie, comment tu en arrives en tant qu'orthophoniste à t'intéresser puis pratiquer, et comment tu arrives à pratiquer l'équithérapie en orthophonie, parce que ce n'est pas ton activité principale, l'équithérapie. Et voilà, donc présente-nous un petit peu ce cadre déjà, s'il te plaît. Merci. Effectivement, c'est pas un hasard et en même temps, c'était pas une évidence d'être orthophoniste et de devenir praticienne de la médiation équine. En fait, alors j'ai été formatrice au CFUO de Nantes, je n'y suis plus depuis 2016 et c'est grâce au fait que j'ai lâché la fac que j'ai pu me pencher un peu sur ce projet que j'avais parallèlement. Au niveau de l'école d'orthophonie, j'intervenais au niveau des troubles du langage chez le jeune enfant, les enfants sans langage, la prise en charge, voilà, j'avais ce domaine-là. Et parallèlement à ça, je suis cavalière, mais sur le tard. Donc moi, j'ai découvert le cheval, pas par la compétition, mais par tout le travail à pied, être à côté du cheval, être voilà, dans le ressenti avec le cheval. Je suis formée également en éthologie équine, donc j'avais cette connaissance du cheval-là. Et à un moment donné, je me suis dit, ce que moi je ressens, c'est forcément quelque chose qui pourrait, c'était plein d'hypothèses au début, qui pourrait apporter un bien-être à mes patients. Donc, à partir de ce point de départ-là, j'ai commencé à lire, à m'intéresser à ce que pouvait être l'équithérapie. Je trouvais évidemment rien qui puisse correspondre vraiment à ma pratique et puis la prise en soin avec l'animal. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Nicole Demicrichel, qui est une orthophoniste dans l'Est de la France et qui, elle, travaille avec sa fille, qui est monitrice d'équitation adaptée et qui déjà avait ces compétences-là et m'a confortée dans l'idée que il y avait des choses à faire en couplant l'orthophonie et la médiation équine. Donc voilà, tout est parti un peu d'un voyage à Strasbourg, d'un départ du CFUO de Nantes et d'une volonté aussi de sortir de mon cabinet et de me recentrer sur mes patients. C'est quelle époque, à quelle époque ça à peu près? Alors ça, c'était en 2016. En 2016, voilà, j'ai quitté. C'est récent. Intéressant, voilà. Après avoir passé 11 ans et être complètement usé par la machine universitaire, parce que c'est pas rien, quand on commence à y mettre le petit doigt, et ben voilà, on est englobé très rapidement. J'ai eu ce temps-là et ce temps-là de retour à la fois et autour vraiment de mes patients au niveau du cabinet et puis sur le bien-être à côté. Donc c'est comme ça que tout est parti. Maintenant, l'orthophonie, je ne pouvais pas toute seule pratiquer la médiation équine parce que n'étant pas monitrice d'équitation, je n'avais aucune compétence pour pouvoir être aux côtés des chevaux et prétendre les connaître suffisamment pour pouvoir travailler avec eux. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ce projet à Julie, qui est mon binôme depuis 2007 dans l'association La Clé du Langage, et qui, elle, est monitrice d'équitation adaptée. Donc elle avait ce petit quelque chose là déjà auprès de ses clients, puisque elle, c'était des clients au niveau du handicap. Et on a décidé ensemble de s'associer. Donc, comme je voulais que ces séances soient vraiment un prolongement de mon cabinet, on a organisé les séances au centre équestre de la même manière que si c'était un lieu de consultation, avec un cadre thérapeutique, un bilan initial, un projet thérapeutique, des séances en individuel, alors ça dépend de l'âge et de la pathologie des patients, mais sur une demi-heure ou 3/4 d'heure, mais vraiment dans le cadre de à peu près de manière identique de ce que je pouvais faire au cabinet. Voilà. Donc ça pour la présentation. Très bien. Oui, mais alors, dis-nous-en un peu plus là. Donc, du coup, comment ça se passe, l'organisation de la pratique? C'est-à-dire que tu es à ton cabinet, tu travailles, donc tu exerces l'orthophonie, et puis
tu t'accordes une journée, je crois, sur ton jour de congé, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Mon jour vide, la nature n'aimant pas le vide, mon jour où je ne suis pas à mon cabinet étant le jeudi, on a démarré les consultations. En fait, j'ai monté ce projet pour 2 de mes patients. J'avais 2 patients en tête. 2 petits loulous n'ayant pas la même pathologie d'ailleurs à l'origine, l'un présentant des troubles du spectre de l'autisme, ayant peu de langage, et un autre enfant ayant une pathologie, une malformation, lui permettant pas un accès simple à la communication. Donc, je suis partie avec cette idée de monter ce projet pour ces 2 patients. Donc, c'était un peu une idée un peu folle, hein, mais voilà, on a besoin de moteurs comme ça dans la vie et qui nous poussent. Et effectivement, les parents ont suivi avec un... Alors après leur avoir expliqué mes objectifs, pourquoi le cheval, pourquoi cette médiation-là, on a démarré les séances comme ça. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que rapidement, il y a eu un système de bouche à oreille et j'ai des orthophonistes exerçant, parce que mon cabinet est loin du centre équestre. Et j'ai des orthophonistes exerçant à côté du centre équestre qui m'ont contacté en disant « mais ça serait vraiment bien que tu interviennes pour l'un de mes patients ». Et c'est comme ça qu'on a démarré un travail en réseau qui est d'une richesse phénoménale, où par rapport à leur projet thérapeutique, je peux m'insérer dans ce projet thérapeutique en tant que thérapie complémentaire. Voilà. Un exemple très simple, on a des enfants que l'on suit pour des troubles pédiatriques alimentaires. Pour un peu donner un autre exemple que le trouble du spectre de l'autisme qui est bien connu. Donc certains de ces enfants-là, présentant des troubles de l'alimentation, ont des troubles de la sensorialité. Et évidemment, moi, à mon cabinet, alors oui, je mets en place des systèmes d'ateliers patouille, des boîtes avec des lentilles, avec du poil de chat, du poil de chien, mais finalement, rien de tel qu'un centre équestre pour aller explorer la sensorialité. Donc, dans ce cadre-là, j'ai accueilli des patients qui n'étaient pas les miens à l'origine, mais avec un travail vraiment de relation et de lien avec l'autre orthophoniste plus la famille. On a travaillé ensemble pour aider ces enfants à progresser dans leur pathologie. Donc, et tu as constaté très vite des progrès. Tu as été agréablement surprise ou ça a été compliqué? Non. En fait, j'ai pour habitude d'observer les choses, mais de jamais trop m'emballer. J'attends de voir, je constate. Ce que j'ai constaté, c'est que très rapidement, en fait, c'était comme un accélérateur de particules. Ce que je pouvais observer à mon cabinet, je l'observais en beaucoup moins de temps. Voilà. Et pourtant, c'est des enfants que je ne voyais pas systématiquement toutes les semaines quand même à mon cabinet, mais ça pouvait être même une fois par mois pour certains, parce qu'il y a l'aspect financier aussi qui freine un peu les choses, on en parlera après. Mais il y avait une telle motivation et une telle relation entre l'animal et le patient que ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas... J'ai pas pu l'anticiper, je me doutais, je lisais des choses, mais je l'ai vraiment constaté. Ouais. Et ça a été partagé par tes collègues aussi qui t'ont envoyé leurs patients? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. D'accord. Et là, c'est récent, on va dire, puisque tu as vraiment démarré tout ça en 2016 alors? Oui, c'est ça. Donc, 2017, début des premières séances. Et on a déjà, alors, ce sont des enfants, on a certains enfants que l'on suit encore depuis 2017, et puis d'autres pour lesquels le suivi s'est arrêté puisqu'on a atteint les objectifs thérapeutiques. Hein. Puisque de la même manière qu'au cabinet, je propose à la famille suite au bilan un projet thérapeutique qu'on évalue au bout de plusieurs séances. J'ai mis en place, alors c'est un peu effectivement le système D, hein, dans ces cas-là, des grilles d'évaluation où on va quantifier ou observer cliniquement ce qui se passe et on fait des points réguliers sur est-ce qu'il y a nécessité de poursuivre ou pas. Très bien. On va revenir dans le deuxième temps après maintenant sur le maintenant et comment de belle manière tu as fait évoluer cette alliance entre l'orthophonie et l'équithérapie. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut espérer? Bernadette, pareil, si vous pouvez nous témoigner de un petit peu votre parcours comme Sandrine l'a fait, comment vous en arrivez à vous intéresser à la médiation équine et puis aujourd'hui où vous en êtes à peu près?
Alors, oui, c'est tout un cheminement. C'est vrai qu'on n'arrive pas comme ça tout d'un coup en se disant on va faire de la médiation avec les chevaux. C'est tout un parcours. Bon, déjà, j'avais à la base la passion des chevaux depuis l'âge de 4 ans. J'étais cavalière, donc j'ai essayé plusieurs pratiques, mais avec toujours une attente de trouver autre chose que ce que je pratiquais. D'ailleurs, j'ai démarré dans l'équitation classique. Ça me satisfaisait pas. Je trouvais que les enfants, je voyais des reportages d'enfants qui faisaient des tas de choses avec leurs poneys, qui les brossaient surtout, ce que je ne faisais pas là où je montais, j'étais très frustrée. Donc j'étais en attente de trouver autre chose. Ensuite, j'ai découvert l'équitation western. Après, j'ai découvert l'éthologie, l'équicoaching, etc. Enfin, je développerai éventuellement un peu plus tard. Enfin, c'est tout un cheminement. Donc, j'ai pratiqué, avant d'être salariée, j'étais exclusivement psychomotricienne en libéral. Et je recommandais très souvent, c'était le conseil de fin de prise en charge, c'était mettez vos enfants sur un poney, emmenez-le voir des poneys, mettez-le en relation avec des poneys. C'était vraiment, c'est presque redondant pour quasiment toutes les prises en charge qui se terminaient. C'était le conseil. Ou même en cours de prise en charge aussi, c'était le complément que je trouvais indispensable. Mais à aucun moment au début, je me disais, je vais le faire moi-même. Pas du tout. Ça ne m'a pas effleuré. Et puis un jour, il y a une maman qui me dit, oh écoutez, moi j'aime pas trop les poneys, ça me fait peur. Puis bon, il y a un peu de boue et tout ça. Puis elle me dit, vous voudriez pas le faire? Et là, ça a été une révélation. Je dis, ah ben oui, super, mais oui, je vais pouvoir le faire et je vais le faire. Et donc, je l'ai fait. C'était quand, Bernadette, ça? Oh, ça devait être en 2012 à peu près. 2012, ouais. 2012-2013, mais plutôt 2012. Donc, j'ai commencé comme ça. Donc, on pouvait louer un poney. La maman venait avec son fils et puis donc je l'emmenais au contact du poney. Mais alors, j'étais, j'ai envie de dire, néophyte. Hein, je n'avais aucune formation. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, il va peut-être falloir que je me forme si je veux en faire mon travail, parce que ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est une autre façon de pratiquer, c'est une autre façon d'aborder son patient, c'est une autre communication, on est dans une autre dimension pour moi quand on travaille avec un animal. Voilà. On sort de la relation duel pour être dans une relation à trois, qui aussi est vraiment intéressant, entre autres pour les enfants qui ont du mal à rester en face à face avec un thérapeute. Enfin, avec le psychomotricien, en général, ça va parce qu'on bouge pas mal, on ne reste pas toujours au même endroit, enfin, en face à face. Donc, j'ai commencé une première formation d'une semaine qui m'a énormément plu. Et j'envisageais de trouver autre chose. Donc, j'ai fait des recherches par rapport à toutes les formations qui existaient, qui étaient souvent très longues, très chères. Je me disais, investir autant à mon âge, c'était un peu rébarbatif. Et puis, finalement, j'ai trouvé une formation qui m'a apporté énormément, donc d'équicoaching. Et du coup, c'est un travail d'approche à côté du cheval. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'équithérapie où on va mettre le patient sur le dos du cheval. L'approche est à côté du cheval, c'est-à-dire qu'on va observer la réaction du cheval pour accompagner le patient. L'équithérapie, je précise quand même, Bernadette, n'est pas forcément de monter à cheval. Non, pas forcément, mais dans la présentation que la plupart des personnes peuvent en avoir, l'équithérapie, c'est le jeune, l'ado, l'enfant ou même l'adulte ou autre qui monte sur le dos du cheval. Mais évidemment, ce n'est pas que ça, hein, bien évidemment. Donc, alors ce qui s'est passé entre-temps, avant de commencer cette formation, c'est que en parallèle, je pratiquais dans différents poney clubs, centres équestres, et c'était très difficile de trouver sa place parce que il y avait des allées et venues, parce qu'il y avait du monde, parce que les responsables de centre ne comprenaient pas forcément le travail qui était fait, bien que voilà, je leur avais proposé d'assister à des séances ou d'en pratiquer pour essayer de comprendre. C'était très compliqué et rapidement, j'en suis arrivée à me dire qu'il me fallait un cheval. Et à ce moment-là, il s'est trouvé que j'ai rencontré une petite ponette, un cheval, un falabella, donc vraiment miniature. Et donc là aussi, ça a été tout un cheminement pour l'acquérir parce que j'osais pas, j'avais jamais eu de cheval, c'est un budget, c'est un investissement, etc.
Et du coup, j'ai commencé donc avec cette ponette, j'ai commencé à travailler avec elle. Donc, c'était un travail qui se faisait auprès, où j'amenais mes patients que je voyais en cabinet. Je faisais une première séance au cabinet avec entretien avec la famille, donc les parents et puis l'enfant. Donc, je précise que je voyais essentiellement des enfants à cette époque. En libéral, c'est surtout des enfants que je voyais. Après, j'ai eu une autre type de population. Et du coup, donc, c'était l'entretien, le bilan et ensuite la proposition d'aller travailler dans le pré avec le poney, en expliquant voilà tout le cheminement. Et ça a été vraiment un parcours où je découvrais toutes les possibilités qu'on pouvait avoir avec l'animal, que je trouvais avoir beaucoup moins dans ma salle de psychomotricité. Et comment vous en êtes arrivé avec les victimes de harcèlement? Comment vous êtes en arrivé là? Alors le harcèlement, j'ai un parcours personnel, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Donc du coup, je suis membre de l'association AJC, comme vous l'avez dit. Et du coup, moi, je redonne de mon expérience parce que c'est vrai qu'avoir un vécu, c'est être riche de beaucoup de choses et d'une certaine connaissance. En parallèle, j'avais fait aussi un DU, j'avais préparé un DU victimologie, criminologie il y a très très longtemps. Et du coup, quand j'ai fait le DU Relations homme-animal en 2017 à Vitaneuse, Paris 13, mon sujet de mémoire a porté sur le harcèlement, mais le harcèlement dans tous les domaines, c'est-à-dire au travail, dans la vie privée et à l'école. C'était un vaste sujet qui était même un peu trop vaste, j'aurais dû cibler un seul sujet. Mais ça a été très, très intéressant puisque j'ai pratiqué dans les trois domaines, donc avec le harcèlement au niveau scolaire, le harcèlement au travail et le harcèlement dans la vie privée. Et à chaque fois, l'approche avec les chevaux a été déterminante dans l'évolution des personnes que je pouvais voir, que ce soit en individuel ou en groupe. Donc c'était vraiment, pour moi, l'animal, le cheval, entre autres, apporte énormément et permet de dépasser tous les traumas qu'il peut y avoir dans ce type de situation, que ce soit des enfants ou des adultes. Très bien. Bah, on reviendra dans la deuxième partie, si vous voulez bien, sur cette question-là, parce que c'est celle-là qui va nous intéresser particulièrement. Ouais. C'est votre travail avec AJC et votre travail avec les enfants, notamment, qui souffrent de harcèlement. On sait que c'est un sujet très vaste. Hein. L'enfance, encore une fois, est victime de beaucoup de choses et de beaucoup de travers de nos sociétés. Merci Bernadette. Donc, je voulais juste Oui, juste allez-y, je vous en rajouter le prie. complément. Tout à l'heure, vous parliez de mes interventions en EHPAD. Donc, pas effectivement en EHPAD depuis plusieurs années. Et j'interviens une fois par semaine avec mes lapins. Parce que le lapin est beaucoup plus facile à transporter et ça permet aussi d'avoir de très très belles interactions et vraiment des moments qui font vraiment chaud au cœur, qui sont extraordinaires. Et je suis intervenue aussi avec mes chevaux parce que bon, je vous parlais de la ponette et depuis 2017, j'ai une jument également que j'ai pu acquérir qui était réformée des courses, qui avait 3 ans à l'époque. Ça a été un coup de cœur. Je ne cherchais pas un cheval si jeune, je voulais plutôt un cheval plus âgé, mais ça a été un tel coup de cœur que du coup, voilà, nos chemins se sont trouvés et du coup, j'interviens avec mes deux juments. Très bien, bah, vous êtes très riche d'expérience, hein. Donc on va revenir vers vous. Je voudrais qu'on entende bien sûr Laetitia. Laetitia Parbo, toi aussi, ton parcours. Alors, tu te rapproches géographiquement du passage puisque tu es sur le département des Alpes-Maritimes aujourd'hui. Donc, comment tu en es arrivé, pareil, à l'équithérapie? Et puis aujourd'hui, comment s'inscrit l'équithérapie dans ton projet de vie? Tout d'abord, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Merci pour l'invitation et puis merci pour vos témoignages fort riches. Pour moi, le maître mot, c'est la complémentarité et elle ressort encore là. C'est vraiment le maître mot de tout mon parcours et je vais essayer de vous expliquer ça et les différentes étapes. Pour rebondir sur ce que disait Bernadette, c'est vrai que son expérience propre nous donne des connaissances, un vécu, une sensibilité.
Alors, j'ai presque envie d'introduire en vous disant que je suis Parle épileptique. fort, s'il te plaît. Je crois qu'on ne t'entend pas très bien. Essaye de parler fort, excuse-moi. Alors, je rebondissais sur ce que disait Bernadette en disant que son vécu propre permettait d'avoir des connaissances, un ressenti, une sensibilité. Et donc, je voulais introduire en vous disant, je suis épileptique depuis mon adolescence. Et alors, en préadolescence. Et j'avais déjà une passion pour les chevaux, mais à ce moment-là, je me plonge corps et âme dans le cheval et je ne fais plus de crise pendant 5 ans. Déjà, il se passe quelque chose à l'intérieur de moi où je sens, je perçois que le cheval, la relation, en fait, c'est pas le cheval. C'est pour ça que vraiment, je rebondis aussi sur ce que disait Eric. L'équithérapie, c'est vraiment pas monter à cheval. C'est vraiment la relation avec le cheval. C'est comment est-ce que la relation avec le cheval va permettre au patient euh, d'avancer sur son chemin vers sa propre résilience. En fait. Euh, je suis devenue équithérapeute. Je cherchais un petit peu ma voie et pendant ma formation, je suis devenue, pardon, excusez-moi, éducatrice spécialisée. Pendant ma formation d'éducatrice spécialisée, j'ai fait un très, très long stage et un très beau stage au sein d'un centre de phoniatrie pour des enfants sourds et malentendants, enfants et adolescents sourds et malentendants, qui incluait un service d'équithérapie. Et en fait, j'ai eu la chance qu'on me place parce que j'étais cavalière, que j'aimais les chevaux et que ça m'intéressait. Je découvrais l'équithérapie, je ne savais même pas que ça existait. Et je fais mon stage là-bas et j'ai une révélation. À ce moment-là, pour moi, c'était clair. Je donnais 10 ans de ma vie au monde de l'éducation spécialisée, en institution, en foyer et auprès de différents publics. Et après, je faisais ma formation d'équithérapie et c'était ma voie, c'était une évidence. J'ai fait ma formation d'équithérapie à l'IFEC. On était la première promo de l'IFEC. Et j'ai fait mon mémoire d'équithérapie sous forme de reportage vidéo sur la thématique de la complémentarité des approches en équithérapie. Comment est-ce que la sophrologie, la méthode IGALA, la relaxation, les approches cognitives, enfin, comportementalistes, psychanalytiques, une vision peuvent être complémentaires les unes les autres. Comment est-ce que une approche, la vision d'un psychomotricien peut être complémentaire de la vision d'un psychologue en équithérapie et donc de l'équithérapeute. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais été exploré. Et ce que je poursuis aujourd'hui, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je travaille principalement avec des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, en général, ou en aménagement de peine ou en fin de peine. J'ai longtemps travaillé dans les Pyrénées-Orientales. Effectivement, maintenant, depuis bientôt 1 an et demi, je suis dans les Alpes-Maritimes. J'ai eu la chance de rencontrer Lina et Eric au cours de nos différents projets associatifs qui se rejoignent. Et puis, je continue de travailler avec la protection judiciaire de la jeunesse. Également des personnes polyhandicapées. En fait, si je peux, ma spécificité, c'est de ne pas en avoir. Ma spécificité, c'est de ne pas me restreindre à tel public. C'est de toujours, et c'est pour ça les diplômes, c'est pas le diplôme en soi, c'est la compétence. Pourquoi? Parce que ça me permet de toujours adapter au mieux mon approche et ma prise en charge. Et aussi de savoir, là, je ne sais pas. Et du coup,
c'est là où j'étais heureuse de rencontrer Lina, et Lina m'a mis en contact avec d'autres personnes, parce que quand on ne sait pas, on peut renvoyer vers des personnes qui sont plus compétentes dans certains domaines. Lina Rossetti, je précise pour ceux qui ne se l'auraient pas, est équithérapeute dans les Alpes-Maritimes et fortement associée au passage, puisqu'elle en est fondatrice. Voilà. Très bien, tu as terminé sur cette partie-là, parce que bien sûr, on va revenir vers toi aussi après. Sur cette partie. Alors aujourd'hui, je suis donc équithérapeute et coordinatrice d'une association qui s'appelle Autrement, qui est née pendant le premier confinement et qui est une association en fait qui, encore une fois, travaille sur la complémentarité des approches et qui a pour but de créer un réseau de thérapeutes qui soit pluridisciplinaire, qui soit ostéo, chiropracteur, psychologue, art-thérapeute, équithérapeute, dans l'objectif de monter des projets de prise en charge. Là, en ce moment, nos 2 projets qui sont en cours, il y en a un pour les femmes victimes de violences et il y en a un pour les femmes atteintes de cancer féminin. Cette année, l'association voudrait vraiment agir auprès des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment cette pluridisciplinarité, ce lien interprofessionnel qui permet toujours de travailler ensemble pour que le patient ait un soin qui soit toujours le plus adapté à ses besoins, en fait, tout simplement. Merci Laetitia, on va revenir vers toi pour l'avenir et l'évolution effectivement de tout ce que tu as investi. Alors je reviens vers Sandrine, comme promis. Sandrine, alors tu as réussi un fait d'armes, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, cette année, l'orthophonie, grâce à toi, a gagné un cran supplémentaire dans son rapprochement avec l'équithérapie. Alors, je vais te laisser en parler, mais aussi, ça traduit ce que tu vas nous témoigner encore le côté marginal que représente la médiation équine à visée thérapeutique dans l'orthophonie et tout le parcours qui reste à faire quand même et qui n'est pas encore un parcours très très simple pour le faire évoluer dans les esprits des orthophonistes. Je pense que tu fais allusion en mémoire d'Alexandre. Voilà. Alors, durant mes années universitaires, j'ai accompagné j'ai eu l'occasion de diriger de nombreux mémoires d'étudiantes et je suis restée dans le circuit des maîtres de stage et directeurs de mémoire potentiels. Donc, à partir du moment où ça a commencé à se savoir qu'il y avait une orthophoniste qui pratiquait en médiation équine, j'ai eu pas mal de demandes de stages. D'ailleurs, c'est toujours difficile de refuser, mais on ne peut pas faire subir à nos petits patients là, stagiaires tout le temps. Et donc, j'ai une année décidé d'accompagner Alexandre, qui est venu faire son stage à la clé durant presque une année. Et je l'ai accompagné sur son mémoire et qui était autour des troubles pédiatriques alimentaires, effectivement, dont j'évoquais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui est très novateur. C'est vrai qu'équithérapie renvoie avec, sur le plan du langage et de la communication, je ne parle pas des autres approches parce que moi je reste dans le domaine orthophonique, mais c'est vrai qu'il y avait un rapprochement qui était évident avec l'autisme et les troubles de la communication, mais j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait d'autres possibilités avec le cheval, la psychomotricité, mais c'est infini aussi, hein, tout ce qu'on peut faire. Alors en orthophonie, on pourrait décliner la nomenclature des orthophonistes et mettre une prise en charge en équithérapie à côté à chaque fois aussi. Mais dans le cadre des troubles pédiatriques alimentaires qui sont encore très très méconnus, ça me paraissait important qu'on puisse aller expliquer qu'il y avait des choses possibles à faire dans cette voie-là. Sauf que voilà, l'université aujourd'hui, alors est très bien, hein, elle s'enrichit et elle se tourne vers des pratiques très très scientifiques, ce qui est très très bien parce que ça nous évite de faire tout et n'importe quoi, mais parfois elle s'enferme un peu là-dedans et oublie un peu que les orthophonistes sont des cliniciennes et sont des gens de terrain et de soins.
Et ça a été excessivement difficile. On s'est beaucoup battu avec Alexandre pour faire passer ce sujet de mémoire. Voilà. Alors évidemment, comme je suis un peu, je lâche pas trop l'affaire, on a vraiment bien ficelé la chose et ils ont été obligés un peu d'accepter ce sujet de mémoire parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire dans la méthodologie. Donc voilà, on a pu le proposer. Et ce mémoire, Alexandre l'a soutenu brillamment en juin de l'année dernière, vient d'obtenir le prix Marie-Claude Lebret 2020, donc, qui est un prix décerné par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Donc, je suis pas peu fière de ma stagiaire Alexandre et du travail qu'on a pu réaliser ensemble avec Julie qui est apparue là. Ça y est, j'ai vu son nom. Je fais un coucou à mon Julie. Enfin, voilà. Enfin, alors je pense pas qu'on puisse vraiment la voir ce soir, mais elle est là. Et au moins, c'est une petite revanche aussi pour expliquer qu'on peut faire des choses excessivement sérieuses, même si ça sort du cadre scientifique, des bases théoriques, parce qu'effectivement, on nous a beaucoup reproché de ne pas avoir de données et d'articles scientifiques. Et oui, c'est normal, pas d'articles scientifiques, parce que sujet très novateur. Donc, on avait des articles scientifiques sur les bienfaits du cheval dans le cadre de la sensorialité. On avait des articles scientifiques sur le bienfait de la sensorialité dans les troubles pédiatriques alimentaires, mais on n'avait pas le lien entre les deux. Et comme on n'avait pas le lien entre les deux, sujet non valide. Mais voilà, on ne s'est pas laissé faire. Et on a accompagné, on a proposé, donc on a accompagné, je crois qu'on devait avoir 5 enfants au début, finalement on en a suivi 4 à cause du confinement, ça a été un peu compliqué. Et il y a eu tout un parallèle de fait entre l'évolution sur le plan de l'alimentation et un parallèle avec l'évolution sur le plan de la relation avec le cheval et de la sensorialité. Donc c'était un très beau sujet, très agréable à accompagner et qui en plus, la cerise sur le gâteau, vient d'être récompensée. Voilà, je pense qu'on va pouvoir… Autre fait d'armes, Sandrine, c'est la CPAM. Oui, Est-ce que tu peux nous… deuxième combat. Oui, voilà, explique-nous. Oui, oh ben voilà, je suis un peu guerrière. Donc, caisse primaire d'assurance maladie. Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, j'ai démarré ces prises en charge pour 2 de mes patients de manière très cadrée. C'est-à-dire que j'ai envoyé un peu au culot, j'ai envoyé mes ententes préalables comme à chaque démarrage de soins en précisant bien médiation équine sur l'entente préalable. Je me suis dit, la personne de la CPAM qui va lire médiation équine, elle va comprendre que peut-être le cheval, il n'apparaît pas dans mon bureau. Bon, j'ai laissé un peu filer les choses. Et puis, le côté juridique est quand même revenu me hanter un peu certaines nuits. Et effectivement, les orthophonistes n'ont pas vocation à travailler en dehors de leur cabinet. Ou alors au domicile de leurs patients, et encore moins dans un lieu qui pourrait être censé être commercial. Bon, centre équestre, pas de chance, c'était pas vraiment dans les clous. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé la sécurité sociale pour leur expliquer mon cas. Alors, je suis tombée sur une personne, puis une autre, parce que je pense que là, ils avaient du mal à voir un petit peu où était ma question et comment ils allaient pouvoir y répondre, en me disant, mais écoutez, l'équithérapie, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et je leur ai expliqué par A plus B et démontré que ce n'était pas de l'équithérapie, c'était de l'orthophonie en médiation équine. Et là où habituellement dans mon bureau, j'utilise mes Playmobil chevaux, là en fait, j'avais le vrai cheval. Alors, évidemment, ça les a un peu fait rire, mais intéressé beaucoup. Et à partir du moment où eux ne dépensaient pas plus qu'une prise en charge classique à mon bureau, ils m'ont autorisé à pratiquer de la sorte. Donc j'ai une autorisation pour aller exercer en centre équestre, voilà. Avec mes petits patients, et les séances sont remboursées par la sécurité sociale, et certains de mes patients arrivent en taxi-ambulance, donc voilà, donc, ils ont un statut très privilégié pour arriver en centre équestre. Alors, tu es la Jeanne d'Arc, effectivement, de l'équithérapie, mais dis-moi, bien sûr, très naïvement, mais du coup, tu ouvres une brèche, et j'allais dire, là, ça y est, ta fédération au niveau de l'orthophonie va intégrer la médiation équine.
Non? Alors, C'est pas du tout un projet. c'est quoi l'évolution et qu'est-ce que tu souhaites? Comment tu penses que ça peut évoluer dans les esprits? Parce que c'est un problème de mentalité. Les étudiants sont en fait, plus on veut enfermer les étudiants dans une pratique très stéréotypée, très protocolaire, et plus les étudiants vont aller se questionner, mais de par leur lieu de stage aussi, sur tout ce qui peut se faire d'autre et qui fonctionne aussi, hein, et qui ne soit pas dans un protocole très très scientifique. Donc, ils se renseignent et c'est eux qui font bouger les choses. Donc là, je suis en contact avec des étudiants de l'école de Rennes qui prennent à leur initiative de proposer des rencontres en visio avec les promotions pour parler de cette médiation-là. Et l'idée, c'est vraiment de faire reconnaître cette pratique-là comme un outil supplémentaire. C'est pas à la place d'eux. Hein. On parlait vraiment, Laetitia l'a très bien dit sur la complémentarité. Je pourrais pas proposer cette médiation-là. Ça ne conviendrait pas à tous mes patients, mais pour certains, c'est vraiment bénéfique. Donc, c'est faire reconnaître cette pratique-là comme une autre pratique, au même titre que la musicothérapie ou l'art-thérapie, qui est c'est mieux accepté. Alors effectivement, un poney, c'est plus boueux à certains moments, ça sent moins bon, mais ça a tout autant d'effets. Voilà, donc j'ai pas encore fini d'enfoncer certaines portes. Mais tu me connais, je vais pas lâcher. Non, mais moi, ce que j'attends, c'est que tu sois invité à un congrès international d'orthophonie pour témoigner de ton expérience, tout simplement. Hein, voilà, et que tu... Écoute, à force d'intervenir et d'être invité autour, à l'extérieur, et d'emmener quand même des orthophonistes dans cette aventure-là, parce qu'on est de plus en plus nombreuses à travailler. Alors, il y a aussi ça juste une toute petite parenthèse et après je laisse la parole. Je pense qu'il y a vraiment nécessité en plus que ça se formalise de la bonne manière. C'est-à-dire que si les gens n'ont pas les informations qu'ils souhaitent, ils vont aller à gauche, à droite, plus ou moins chercher leurs informations. Et puis, on risque d'avoir des déviances et des pratiques qui risquent de dériver avec des gens plus ou moins formés ou pas formés qui vont, parce que j'ai déjà eu des coups de fil de ce type-là, qui vont se dire « Oh, c'est chouette, j'ai un jardin, je vais mettre un poney dans mon jardin ». C'est pas oui, bien sûr. On ne peut pas travailler dans ce sens-là. Donc, c'est important aussi d'amener vraiment, pour que cette pratique soit vraiment reconnue comme un soin complémentaire, de l'amener avec ses limites et avec ce qu'on peut faire et pas faire. Voilà. Complètement. Merci beaucoup. On le sait, Sandrine, nous, au passage, qu'on te suit de près et quelque part, et puis tu as toujours ta bonne humeur, donc ça, c'est formidable. Heureusement. Bernadette, alors aujourd'hui, au stade où on en est, si vous voulez bien, en se consacrant effectivement à la question du harcèlement, et du harcèlement dans les écoles, hein, il y a des reportages assez terrifiants, hein, je dois dire, par rapport à ça. Comment vous abordez votre travail en médiation équine et comment vous aimeriez qu'elle évolue? Qu'est-ce que vous attendriez de ces prochaines années, par exemple? Quelle étape franchir qui serait raisonnablement possible de franchir? C'est gentil de me tendre la perche parce que c'est tout le problème, c'est que oui, je commence à avoir une petite expérience dans le domaine, mais j'aimerais avoir beaucoup plus d'expérience dans le domaine, c'est-à-dire développer beaucoup plus cette approche. Alors, je peux expliquer en quelques mots ce qu'on a déjà fait. Donc, il y a Nathalie Lecomte qui est là, c'est l'infirmière scolaire du collège, qui a permis de démarrer ce projet parce que c'est une personne qui est extrêmement ouverte. Donc, c'est vrai que ouvrir un collège à des chevaux, c'est quand même pas banal. Et je travaille en binôme avec Philippe, qui est animateur en prévention santé, donc qui intervient déjà dans les collèges. Donc, c'est lui qui m'a dit un jour, il m'avait vu travailler, il m'a dit j'aimerais travailler avec toi et apporter cette médiation avec les chevaux. Est-ce que tu es d'accord? Moi, j'ai pensé tout de suite. J'ai dit, mais ok, ça me plaît, c'est extraordinaire comme projet. Prévention du harcèlement, c'est vraiment un domaine où je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de prise de conscience, d'information, etc. Information et formation. Et du coup, on a tenté l'expérience il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et ça a été donc avec mes 2 juments.
Donc la toute petite et la très grande. Donc c'est vraiment intéressant le fait d'apporter deux tailles différentes parce que les réactions vont être bien sûr différentes. Une des premières émotions qu'on rencontre face au cheval, qui va être verbalisée assez facilement par les patients, c'est la peur. Quand un cheval est grand, très vite, la personne va dire « ah mais j'ai peur ». Et c'est très bien de pouvoir le verbaliser et ça permet déjà de faire un premier travail, une première approche. Donc là, effectivement, ah la grande, ah elle me fait peur. Ah, alors on verbalise pourquoi elle te fait peur, etc. Parce qu'il y a de la projection sur l'animal. Pourquoi j'ai peur? Parce que ça me fait penser à telle ou telle situation et on peut débriefer. Et même des fois, même sans mettre en mots, il va y avoir l'émotion, il va y avoir des larmes qui vont couler sans qu'on ait verbalisé quoi que ce soit parce que l'émotion, elle va passer en direct avec le cheval. Donc le travail va opérer. Même si on n'est pas, enfin, à mon sens, quand j'interviens comme ça, je ne suis pas vraiment dans une dimension thérapeutique puisque c'est un groupe, c'est une seule intervention. Mais les retours que nous en a fait Nathalie me fait penser que si, quand même, on est dans de la thérapie malgré tout parce qu'il se passe des choses, il y a des changements de comportement qu'elle nous a dit. Les élèves qu'on a vus, donc je précise, c'est des élèves victimes de harcèlement. On avait le projet, mais ce sera peut-être pour plus tard, d'avoir les élèves auteurs de harcèlement. Ça peut être aussi super intéressant. C'est prévu. Nathalie a ce projet et on la suit complètement. On est derrière elle. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Le but, finalement, par rapport aux victimes d'harcèlement, c'est de leur redonner plus de confiance en eux, c'est ça? Alors, voilà. Donc, quand j'ai fait mon travail pour mon DU, j'avais proposé plusieurs tests, enfin tests, bilan, etc., pour évaluer, entre autres, la confiance en soi. Et ce test a été repris au collège. Je l'ai proposé à Nathalie. J'ai dit, voilà, c'est possible de soumettre ce test aux élèves avant que je commence pour voir où on est. Donc, on cote l'estime de soi. Et évidemment, les chiffres, plus ils sont bas, plus l'estime de soi va être très basse et plus il y a un risque. Il faut savoir, dans le harcèlement, les personnes victimes de harcèlement, le risque majeur, c'est le passage à l'acte, le suicide. La tentative de suicide. Voilà. Donc, une estime de soi qui est très basse, ça alerte pour dire, effectivement, faut être vigilant, il faut prendre en compte ce qui se passe pour que l'estime puisse remonter. Et en fait, avec les chevaux, l'estime de soi remonte très vite. Pourquoi? Parce que le cheval, il n'est pas dans le jugement, il est dans la générosité, dans la spontanéité, même dans la beauté, parce que c'est un animal qui est très beau à regarder. Il ne laisse pas indifférent. Les personnes soit vont adorer le cheval, soit vont en avoir peur et vont rester à distance. Mais il n'y a jamais vraiment de rejet total. Donc, de travailler avec la petite et la grande. Donc, quand la grande fait trop peur, on débriefe, etc. Et ce que je propose comme travail, bien sûr, sur 2 heures d'intervention avec les chevaux, 2 heures pour 2 groupes, donc c'est-à-dire 1 heure par groupe. Au début, je me disais, bon, on va passer un bon moment, mais il ne se passera rien d'extraordinaire. Mais en fait, c'est faux. Il se passe des choses même en 1 heure de temps avec un groupe que je ne connais pas et qui découvre et les chevaux et moi-même mon approche. Donc, pardon Bernadette, il y a Lina qui demande si vous pourriez parler des silhouettes, votre travail sur les silhouettes. Ah, alors les silhouettes, oui, les silhouettes. Alors, je ne le propose pas au collège parce que c'est plus compliqué à mettre en place ou alors de façon ponctuelle, on peut le proposer. En général, quand je travaille, je propose un temps de recentrage sur soi pour voir où on en est dans le corps. Alors, par contre, ça, je le fais, ce qu'on appelle le scan du corps. Je le propose au collège, mais je ne propose pas forcément la silhouette qui vient après. La silhouette, c'est juste un contour d'un corps humain où la personne va noter, soit avec des couleurs, soit avec des dessins ou avec du texte, va noter toutes les zones du corps où elle a eu un ressenti particulier. Mais ça peut être aussi une absence de ressenti. Là, je ressentais que c'était vide, là, je ressentais c'était chaud, c'était froid, j'avais un hémicorps plus présent que l'autre, etc., etc.
Ça, je l'ai beaucoup utilisé parce que j'ai travaillé comme formatrice au CNSPT. Je l'utilisais dans mes formations. Je faisais des formations de 6 jours avec le personnel petite enfance et on voyait nettement l'évolution entre la première silhouette et la dernière silhouette après avoir fait tout un temps de relaxation, détente, etc. C'est un travail. Voilà. J'espère que c'est suffisant, Non, non, mais Lina. très bien, c'est passionnant. Je vous présente vraiment mes excuses par rapport au fait de ne pas vous laisser plus de temps parce que vous êtes passionnante. L'idée, c'est vraiment d'entrecroiser les parcours, mais on vous écouterait pendant longtemps, mais j'espère bien qu'on vous aura au séminaire et qu'on prendra le temps de se rencontrer durant les rendez-vous du passage. Merci Bernadette. Merci. D'ailleurs, j'ai pas réagi non plus pour toi, Sandrine, mais effectivement, Marianne Vidamant, je ne sais pas si tu connais, parle de Oui, S. oui, Olivier, oui. d'accord. Sophie Olivetti, on a échangé déjà, effectivement, elle est orthophoniste aussi. Et, alors, elle, c'est un tout petit peu différent parce qu'ils sont, c'est presque comme un centre presque pluridisciplinaire. Elle travaille avec aussi une psychomotricienne, une ergothérapeute, je crois, et, enfin, qui sont équithérapeutes aussi. Voilà, donc. Ça pourrait être intéressant, effectivement, à un moment donné, de regrouper vos forces pour Ouais, tout à essayer de… fait. Ouais, voilà. Après, il faudrait rajouter 2 jours à la semaine, Eric, mais écoute, on y pense. Écoute, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Je Franchement, sais, je tu comprends fais pas ce aucun genre de… effort. Lamentable. Voilà, moi, je suis très déçu. Bon. Laetitia, merci aussi de nous donner la deuxième partie de ton parcours parce qu'aujourd'hui, tu arrives dans les Alpes-Maritimes, quand tu l'expliquais, avec quand même des compétences, comme tu l'expliquais aussi. Quelle est ta vision des prochaines années? Quel est ton vœu le plus cher et comment faire progresser ce travail en médiation équine à visée thérapeutique selon toi? Wow. Merci. C'est le meilleur pour la fin. Alors, je compte poursuivre en fait ma dynamique sur la complémentarité à travers l'association et la création de ce réseau professionnel et la mise en pratique de nos forces conjointes. Je souhaite également mener des séances en collaboration avec d'autres thérapeutes. Donc, j'aimerais bien mener des séances. Là, je vais commencer à le faire avec une psychologue. J'ai une étudiante ergothérapeute qui va venir également pour faire son mémoire, qui va venir travailler avec moi. Voilà, moi, j'ai envie en fait, alors déjà de faire connaître l'équithérapie, de faire connaître ses bienfaits, de permettre un petit peu aux gens de sortir du carcan mental de l'équithérapie, c'est pour le handicap. Ou alors la question super, tu soignes les chevaux? Bon, voilà. Alors, essayer de faire connaître un petit peu plus l'équithérapie au public assez large. Et puis les différentes approches, et que bah non, mais ça peut être aussi pour du développement personnel. Moi, j'ai quelques patientes, effectivement, comme Bernadette le disait, on fait de la relaxation, on fait du scan corporel, on danse, on fait de l'équidance, on danse avec les chevaux, on travaille le rythme, son propre rythme à soi, à travers le mouvement qu'on va initier entre soi et le cheval. Et comment est-ce qu'on va transposer ça sur sa propre vie et faire un espèce de feedback sur notre propre vie. Je dois dire, Laetitia, qu'on a été très, très séduits avec Lina d'une réunion à une réunion à laquelle tu nous as invités, qui inaugurait un petit peu ton association, dans laquelle il y avait non seulement des administrations présentes, territoriales, donc qui avaient envie, chargées de santé publique, qui avaient envie de mieux te connaître et de voir comment s'impliquer dans l'équithérapie. Puis il y avait aussi un député qui était là et avec qui on a un petit peu discuté et qui était vraiment très, très emballé par rapport à ce projet. Donc, pour aller dans le sens de ce que tu dis, je trouve que ton initiative aussi est intéressante dans la démarche de mieux faire reconnaître la médiation équine
et de la décompartimenter. Parce qu'effectivement, on a tendance toujours à associer, alors grâce à des travaux, peut-être comme Laurent Samery, son livre Autisme et équithérapie, bon, ça commence à être connu. Mais non, l'équithérapie peut toucher énormément de choses. Et comme l'INA aussi le fait avec, par exemple, les victimes de l'attentat de Nice, les enfants victimes de l'attentat de Nice, on travaille vraiment dans différents champs. Donc j'ai été très séduit du fait des réactions des administrations, des personnes, des femmes qui étaient là et qui avaient très emballé, qui avaient envie de collaborer avec toi. Ah oui, on est très soutenus. Moi, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec la déléguée aux droits des femmes qui soutient et qui elle s'est engagée elle-même à trouver tous les financements pour les 2 budgets, pour les 2 projets, l'un pour les femmes victimes de violences et l'autre pour les femmes atteintes de cancer. Oui, effectivement, il y a un enthousiasme parce que peut-être que c'est en train de franchir une petite étape dans la tête des gens. Et puis parce que ça attire aussi les gens parce qu'ils ont besoin de nouveau, de neuf. Et, euh, et puis parce qu'il y a des petites choses qui se font. Dans les Alpes-Maritimes, on vient de. C'est ce à quoi vous avez assisté, hein, bien sûr. C'était l'inauguration du pôle médiation animale dans le 06. Et donc notre collègue Christine Dagonnet, elle amène les lapins en prison, quartier mineur. Et là, on m'a demandé, donc je vais travailler avec les femmes victimes de violences et on m'a demandé de faire de la médiation familiale entre ces femmes, leurs enfants et leurs conjoints, et de proposer des séances d'équithérapie pour le conjoint qui est maltraitant. Donc il y a vraiment quelque chose, une volonté effectivement de prendre en compte dans un cercle les différents protagonistes et vraiment de résoudre ou du moins d'apporter un mieux-être dans des situations extrêmement complexes à travers la médiation animale, même au sens large, hein, pas que l'équithérapie ou pas que la médiation équine. Hein. Et ça, je trouve que de pouvoir lire ça dans les volontés institutionnelles, politiques, c'est déjà peut-être un signe que la médiation animale se ferait un bon chemin. Et je pense que c'est là qu'il faut aller de plus en plus loin. Et j'ai proposé à Lina, hein, j'aimerais qu'on en rediscute, Lina Rossetti, mais qu'on rédige peut-être un ouvrage, donc pour en revenir à ce que tu me demandais, l'avenir, peut-être rédiger un ouvrage et proposer quelques idées de protocoles selon les différents publics, au moins pour que en formation, on puisse montrer aux étudiants, regardez, tous les publics sont possibles. Vous avez une petite idée de quels exercices vous pouvez faire, avec quelle approche vous pouvez l'envisager. Et après, les portes sont ouvertes à leur créativité. Mais je pense qu'il faut créer des outils. Il faut créer une lisibilité et créer des outils pour que les futurs équithérapeutes aient de la matière et sachent que ce n'est pas que le handicap. Et en quant à nous, t'entendant, il faut s'appuyer les uns sur les autres. je trouve très intéressant aussi, et je le découvre grâce à vous, Bernadette et Laetitia, c'est aussi de travailler avec les auteurs de dommages, de violences. On associe effectivement équithérapie avec victimes, mais c'est très intéressant de travailler avec ceux qui contribuent à créer ces souffrances. Donc je vois effectivement là une piste qui pourrait être belle à explorer parce que ça pourrait être aussi porteuse d'espoir. Oui, et si je peux rajouter quelque chose, Eric, dans le cadre des enfants, il faut savoir que le harcèlement pris tôt, c'est plus un manque d'information et de prise de conscience qui ne sont pas encore faites plutôt que d'intention. Souvent, c'est rarement de l'intention comme il peut y avoir à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas encore ancré dans le fonctionnement. Donc, j'ai envie de dire, c'est récupérable. C'est récupérable. C'est pour ça qu'on s'accroche à ça. On peut avancer, on a des choses à faire.
Et je voudrais juste terminer en faisant passer un petit message sur les perspectives à l'avenir. Pour continuer ce travail, j'aimerais pouvoir faire financer un camion pour intervenir plus facilement. Parce que à chaque fois que j'interviens avec mes chevaux, il faut savoir que c'est une location de camion, donc c'est un budget qui est reporté sur le prix de la démarche. Et puis c'est surtout sur 2 heures de temps de travail, ça me prend une journée entière, le temps d'aller chercher le camion, de charger les chevaux, de faire l'intervention, redéposer les chevaux, de ramener le camion, le nettoyer entre-temps. Donc je me dis, pour avoir une liberté et proposer des tarifs moindres, un peu plus abordables et surtout pouvoir intervenir plus souvent, c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler. Donc, je cherche des financeurs, si vous avez la possibilité de faire passer des messages, des mécènes. J'ai déjà quelques contacts, mais je pense il faudrait pas mal de mécènes. Hein. Peut-être la Fondation Sommer, hein, peut-être je me trompe, mais peut-être. Non, parce que je suis en libéral. Je sais que la Fondation Sommer intervient au niveau institutionnel, mais pas en libéral, parce que bien sûr, j'avais essayé de voir à leur niveau. Après, je vous conseille vraiment une campagne d'appel aux dons. Vraiment le crowdfunding. Il y a ça, il y a le Lions Club, Rotary Club également. Ouais, il y a, voilà, j'ai des contacts à droite, à gauche. Et puis également, trouver des subventions auprès de la CAF et auprès de l'inspection académique, pourquoi pas, pour avoir un vrai projet qui pourra s'inscrire dans une amélioration, j'ai envie de dire, de la qualité de l'accueil au niveau scolaire. Ben, merci à toutes les trois parce que vous êtes 3 femmes courageuses. Ça fait vraiment du bien à 15 jours de Noël et dans un contexte formidablement joyeux d'avoir vos exemples. Oui, Laetitia, vas-y. Je voudrais juste rajouter une petite chose parce que pour moi, c'est fondamental. L'éthique. Ouais. Merci Laetitia. Donc, pour l'avenir, je souhaite de tout mon cœur à ce que les praticiens de la médiation équine accordent leur violon sur l'éthique et tout particulièrement à l'égard des chevaux. Ouais. Ah oui. Vraiment. Notion de bien-être animal. Vous êtes à le dire au début. Peut-être de travailler avec les différentes formations à ce que le programme en éthologie équine, en formation d'équithérapie, soit peut-être un petit peu plus poussé, un petit peu plus développé et qu'il y ait un stage aussi dans la pratique parce que voilà, ce sont nos partenaires, c'est quand même grâce à eux parce que s'ils ne sont pas là, on ne fait pas de la médiation équine, on ne fait pas de l'équithérapie, clairement. Je crois qu'il est vraiment nécessaire de savoir adapter son comportement à notre partenaire, de savoir le respecter dans ses besoins, dans la lecture de son langage. Et beaucoup de gens pensent savoir le faire. C'est normal. Souvent, notre formation classique nous le fait croire. Malheureusement, on en est bien éloigné. Donc, pour l'avenir, c'est un combat à mener et ce serait bien qu'on soit plusieurs à le mener. Voilà. C'est un beau mot de la fin. Hein, vraiment. Allez-y. Tu vas nous avoir jusqu'à 22h, Eric. Mais pas un problème, je suis passé 1 heure supplémentaire là. Ce que j'ai appris lors du DUR relation homme-animal, parce qu'on prenait en compte justement l'animal, et c'est souvent ce que je voulais dire au début quand je parlais d'équithérapie, on met sur le cheval, mais parce qu'il y a aussi cette présentation, on met sur le cheval et on ne s'occupe pas du cheval, de ce qu'il ressent, etc. Enfin, il est vraiment instrumentalisé. Et il y a des études qui ont démontré que le cheval, lors de séances d'équithérapie, coaching ou autre, enfin voilà, en séance, il va aussi sécréter des hormones, des endorphines, enfin des hormones de plaisir qui montrent qu'il a plaisir à faire ce travail. Ce ne sera pas le cas de tous les chevaux, mais il faut savoir que c'est vrai. Et c'est ce travail-là qu'il faut atteindre, c'est-à-dire un vrai partenariat où là, l'animal va donner toute sa dimension pour avoir un vrai travail et un vrai progrès pour nos patients. Et je renvoie à l'ouvrage du Dr Laurent Samuri qui cite des publications scientifiques en ce sens, effectivement, et qui montre les bienfaits
que peuvent avoir des patients autistes sur les chevaux, parce qu'il y a des études qui ont été menées là-dessus. Ceci dit, effectivement, on l'aura compris que l'équithérapie a besoin de se renforcer dans beaucoup de domaines. Et je rappelle toujours aussi que l'équithérapie est devenue plus ou moins à la mode, en tout cas en France, et qu'effectivement, on ne fait pas de l'équithérapie comme on ferait n'importe quoi. Il faut se former, il faut être sérieux, il faut être professionnel et il faut être exigeant, ce qui n'est pas, on ne retrouve pas toujours partout, et surtout là où ce n'est pas de l'équithérapie, mais de l'équitation adaptée, à ne pas confondre. Je tiens aussi à le rappeler à cette occasion. Est-ce que cette fois, je peux vous dire merci, mesdames, et vous dire à tous merci aussi, parce que beaucoup ont été fidèles depuis le début. Vous êtes formidables. Je crois que c'est un vrai bonheur aussi. C'est très, très positif d'échanger avec des personnes comme vous. On a très envie de faire ce séminaire l'année prochaine. On va le reporter début juin probablement, parce qu'on va imaginer qu'il y aura quelques confinements supplémentaires. Non, je blague. Mais en tout cas, on sera un peu plus sûr peut-être début juin pour monter ce séminaire, c'est-à-dire essayer d'avoir tous les intervenants ensemble donc le même jour, et puis de partager les rendez-vous du passage. Merci pour vos merci sur le chat. Effectivement, Maria, vous avez raison. Vraiment, allez voir les webconférences de l'IFCE. C'est tout à fait remarquable, vraiment, ce qui a été monté avec des interventions à couper le souffle. Il y a une vraie qualité de programmation de l'IFCE. Allez voir ce qui est fait autour des réflexions, des travaux qui sont faits sur l'équithérapie. Et puis je vous souhaite les plus belles fêtes de fin d'année possibles. J'espère qu'elles ne seront pas trop contrariées. Elles le sont déjà un petit peu. Qu'il n'y aura pas non plus de graves problèmes, et qu'on se retrouve le plus en forme possible pour l'année prochaine, parce qu'on a du pain sur la planche. N'est-ce pas ? Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.